Bonjour à tous, à l'approche des fêtes de fin d'année, merci de nous avoir rejoints, tous nombreux ce matin, nos participants. Comme Sol, Monsieur Petit, Monsieur Barcive, on a également Monsieur Passeda de la société Clavis. Clavis, voilà, parce qu'Optical Simulation, j'ai toujours quelques hésitations, et on a Monsieur Sanchez également de la société ISP System. Donc on va avoir un webinaire qui va durer environ 1h30, David, c'est bien ça? Pour donner la... Allô, David, tu m'entends? Oui, je vais couper mon micro. 1h30 à peu près. Voilà, c'est pour Voilà. l'ensemble des auditeurs et des gens qui nous regardent puissent un peu gérer leur temps. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions par chat. On va limiter à 2-3 questions. On peut essayer d'aller à 3 questions, on verra à la fin. Et en fait, vous ne les posez que par chat pour effectivement garder, on va dire, un peu le contrôle et qu'il n'y ait pas de cacophonie. Voilà. Ok, tu l'as dit en introduction, là on a fait 2 webinaires, 2 sessions. On a considéré qu'en fait on avait des communautés techniques et scientifiques qui étaient peut-être un peu différentes, donc on a préféré faire un webinaire en 2 parties. Nous aurons en fait sur la session du 13 décembre également la présence de Keysight, AMCAD et Système. Et donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes aussi intéressé par les parties hyperfréquence et RF. On va se concentrer ce matin sur la partie modélisation et simulation des dialectiques. Alors, il y aura des phases également de présentation, puis également de démos et de présentation par écran partagé. Donc, je laisserai vraiment la parole à nos différents intervenants. Je cadrerai effectivement les différentes interventions pour que chacun ait un temps à peu près équitable ou qu'il n'y ait personne qui se sente lésé. Ce que je propose avant de démarrer, c'est de redonner quelques informations sur Alpha RLH. Donc, je vais juste embrayer pour le pôle de compétitivité route des lasers et hyperfréquence, dont le siège est à Bordeaux et Limoges, hein, avec des antennes à La Rochelle et Pau. C'est une structure publique associative d'aide à l'innovation, donc spécialisée dans le domaine de l'optique photonique, de l'hyperfréquence, des communications, et avec des DAS socles autour donc, du bâtiment intelligent, de l'aéronautique, de la défense et de la santé. Donc nous, on est un peu la clé de voûte, si je peux dire, hein, si vous regardez le schéma de gauche. Je suis la clé de voûte, nous sommes la clé de voûte au sein du pôle sur tout ce qui va être à la fois le monde des grands groupes et des ETI, le monde des startups et des PME, le monde académique et également le monde international, parce que souvent on s'aperçoit aussi que l'accessibilité de certains marchés nécessite quand même de l'accompagnement, nécessite beaucoup de recul. Je pense notamment à notre mission Chine et Japon qui vient de démarrer. Juste pour également donner quelques chiffres rapides, aujourd'hui, donc le pôle Alpha RLH, c'est 283 adhérents, donc 210 entreprises, hein, si je reprends mes planches. Et on a également des membres fondateurs comme l'Université de Bordeaux, on a également le Grand, on en a plein d'autres. Je crois que je vous inviterai à regarder ça sur notre site web pour ne pas prendre trop de temps sur cette partie institutionnelle. Voilà, on est en pleine phase 5 également. Là, on attend également d'avoir le retour de notre phase 5, qui est un nouvel élan pour les pôles de compétitivité en France. Alors, pour revenir un peu sur ce qui nous anime, effectivement, je pense qu'on est dans un contexte... il nous a semblé intéressant de faire ce webinaire. Pourquoi? Parce que effectivement, le prototypage, tout ce qui est conception, tout ce qui est simulation, tout ce qui est modélisation, c'est utilisé, on ne va rien révolutionner par rapport à ça. Ce qui est quand même intéressant, c'est de montrer aussi de manière pragmatique qu'on peut partir d'une problématique sur des niveaux de TRL, des niveaux de développement relativement bas, pour les faire élever, mais aussi pour avoir des levées de doute, pour aussi rendre les systèmes plus performants. Je pense qu'on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes, des systèmes qui sont multiphysiques et multidomaines. Donc, au-delà de l'optique, on a du packaging, on a de la mécanique, on a de l'alignement, on a après besoin d'alimenter, on a tous ces paramètres-là qui nécessitent quand même d'avoir des outils de plus en plus performants pour pouvoir répondre à des besoins de qualif. Je pense aussi on est quand même, faut quand même le rappeler, dans une phase post-Covid, même si on a quand même une vague qui reprend,
où on va avoir quand même besoin derrière de regagner du temps. C'est-à-dire on a pris retard sur les projets. On a aussi, donc il va falloir d'avoir des outils quand même qui soient performants parce qu'on a moins de temps, où on a aussi besoin de s'affranchir de certains délais. Parce que quand je vais vouloir prototyper quelque chose, quand je vais vouloir lancer j'ai n'importe quoi, un usinage d'un boîtier, d'une lentille, ou d'un laser, il va falloir que je m'assure quand même que je ne me sois pas déjà planté, ou que je me sois pas, globalement, ce que j'ai fait ou lancé va être bon. Je pense aussi notamment à des délais d'approvisionnement. On a actuellement sur tout le marché des matières premières, euh, des biens d'équipement, quand même des tensions, ça je vous apprends rien. Ce que ça impacte quand même sur les projets, c'est que derrière, quand je vais acheter ma diode laser, quand je vais acheter tout autre composant, il va falloir être certain qu'avec 6 mois de délai, si on m'annonce ça, que je ne me sois pas trompé. Donc je pense que, voilà, je l'ai dit, on l'avait communiqué dans l'invitation. Je pense qu'effectivement, il va falloir effectivement, en tout cas, lever tout ça, essayer je cherche un peu là cette clé de voûte qui est importante pour moi, ça va être de faire cohabiter en fait plein de systèmes, plein de domaines techniques qui peuvent être différents, parce que souvent l'opticien a du mal à discuter ou pas avec l'électronicien ou l'informaticien. Donc voilà, je pense que là on va avoir une démonstration et on va avoir quand même des acteurs assez légitimes dans leur activité. Je pense à Comsol, je pense à Optical Calculation avec Lavis, et je pense aussi avec ISP, et de montrer quand même que ISP System va nous montrer pour la fin aussi qu'on n'est pas que sur un effet académique ou un effet scientifique, et que globalement la simulation de la modélisation, ça sert, c'est utile, et on en fait des choses réelles et en grandeur nature. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole. Je redonne le nom des intervenants à la société Comsol, à Monsieur Petit et Monsieur Barsive. Je vous laisserai vous présenter dans vos titres et qualités au sein de vos structures et organisations. Et puis de montrer, bon voilà, on voit à peu près sur chaque résumé un peu le domaine dans lequel vous êtes. Et qui a une présentation donc, normalement de la société de chacun des intervenants. Donc voilà, vous avez 30 minutes et je vous laisse vous présenter et donc embrayer sur votre présentation. Voilà, désolé pour cette introduction mais ce webinaire m'a fortement passionné dans sa préparation et son élaboration. Monsieur Petit, c'est à vous. Merci Jean-Christophe pour cette introduction et à toute la session. Et bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Marc Petit, je travaille chez Comsol depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis physicien à la base et puis mon travail principal, c'est d'évaluer la faisabilité, la possibilité pour nos solutions d'aider une personne, une entreprise, un organisme à réaliser des dispositifs, par exemple en optique et photonique. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Michael. Bonjour à toutes et à tous, donc Michael Barsive. Je suis ingénieur d'application chez Comsol France depuis fin 2016. J'ai aussi un passif de physicien et mon travail consiste à assister techniquement les utilisateurs et les futurs utilisateurs afin de les former, à leur apporter du support technique à l'utilisation du logiciel. Voilà, et aujourd'hui, dans cette présentation, on va essayer de vous montrer comment la simulation permet d'aider au développement dans le domaine photonique et optique, avec tout d'abord juste un mot sur la société Comsol. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels de simulation et de modélisation, pas seulement dans le domaine optique d'ailleurs, vous allez le voir. Nous sommes une société indépendante qui a été fondée en 1986, et à l'heure actuelle, on est au 6e, 7e rang mondial au niveau des éditeurs de logiciels. Et sur la carte, vous voyez un petit peu l'étendue de nos filiales, quelque part, qui sont à la fois aux États-Unis, en Europe, et puis en Asie, Chine et Inde et Japon également. Et puis en orange, c'est le réseau de distribution au niveau mondial. Alors, nous sommes un éditeur de logiciels de simulation numérique et même d'un logiciel de simulation numérique qui est Comsol Multiphysics. Et j'en dirai un mot un peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, donc une petite introduction pour souligner où intervient quelque part la simulation. Ensuite, on illustrera sur deux cas utilisateurs comment eh bien, on peut s'emparer de ces outils pour développer des produits, des dispositifs. Et puis, notamment, Michael Balera,
quelques points intéressants, des choses d'actualité, je dirais, où la simulation est particulièrement pertinente. Voilà. Alors, un mot tout d'abord pour préciser le champ ou l'étendue où la simulation intervient. Le domaine photonique, c'est un domaine assez vaste, hein, avec beaucoup de domaines qui sont pris en compte. J'en ai listé ici quelques-uns. Au niveau communication, on peut parler des fibres optiques. Au niveau capteur ou dans le domaine médical, par exemple, tout ce qui est basé sur la résonance plasmon, par exemple pour faire du monitoring de glucose, dans les transports ou dans l'énergie avec le photovoltaïque. On a des domaines d'activité qui sont extrêmement variés, des domaines d'usage qui sont extrêmement variés. Et dans ces domaines, on cherche évidemment à avoir la meilleure performance possible pour les dispositifs, et les simulations multiphysiques notamment sont intéressantes, pertinentes, nécessaires pour atteindre le degré de précision recherché, compte tenu notamment de la petite taille des dispositifs et puis de l'intégration de tous ces éléments. Alors, le schéma de droite essaye d'illustrer tout ceci. Donc, au centre, vous avez la partie optique. Et puis autour, on a essayé de mettre un petit peu les différents physiques qui interviennent et qui sont couplés. Et la liste des couplages, vous en avez une petite liste en bas. Alors, évidemment, quand on a un faisceau laser, par exemple, eh bien, ce faisceau va déposer de la chaleur dans le dispositif optique, dans les lentilles, par exemple. Donc, on va associer avec le couplage transfert de chaleur. On peut avoir éventuellement la thermodilatation, donc la mécanique des structures. On peut avoir des phénomènes qui sont liés à la réaction au niveau chimie du fait de la présence de lumière, donc de la photochimie, et ainsi de suite. Donc, un nombre de couplages potentiels assez important. Et donc, comment traiter ceci de façon à obtenir des résultats efficaces? Alors, l'outil comme seul multiphysics, je ne vais pas le présenter plus que ça. Vous verrez en fin, Mickaël vous montrera un petit peu comment est l'interface et comment ça fonctionne. Juste ceci pour souligner que son outil principal, donc c'est un noyau auquel on associe des modules. Il y en a 3 qui sont particulièrement pertinents dans le domaine que l'on traite actuellement, donc RF, mais surtout Wave Optics et Array Optics. Donc ça, c'est pour la partie vraiment physique. Et puis ensuite, on a la possibilité de se coupler notamment avec des outils de CAO, avec des outils comme MATLAB, et également d'intégrer des outils d'optimisation ou de quantification des incertitudes quand les paramètres varient potentiellement. Voilà. C'était un petit peu l'essentiel de ce que je voulais dire à ce stade-là. Mickaël? Oui, tu as en effet précisé, COMSOL couvre un large spectre de physique, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect optique, et il y a 2 grandes approches, l'approche optique ondulatoire et l'approche optique géométrique. Donc, l'approche optique ondulatoire consiste à résoudre les équations d'onde induites par les équations de Maxwell numériquement. Donc, dans COMSOL, c'est fait, on va dire, de manière majoritaire par les éléments finis, la méthode des éléments finis, mais il y a d'autres méthodes également disponibles dans notre logiciel, afin de décrire ce qui se passe à l'échelle en fait de la longueur d'onde, de quelques longueurs d'onde. Donc l'optique ondulatoire, ça va plutôt avoir lieu pour une taille de système de quelques longueurs d'onde, comme on le voit en fait sur le modèle à droite, où on envoie une onde sur un objet. Il y aura une partie de l'onde qui va être diffractée, une partie de l'onde qui va être absorbée par l'objet, et une partie qui va être réfléchie. Donc, pourquoi j'accentue l'effort sur la comparaison entre la taille du système et la longueur d'onde? Parce que numériquement, on a besoin de mailler, et le maillage doit être adapté à la longueur d'onde. On dit généralement qu'il faut au moins 5 mailles par longueur d'onde pour bien résoudre le problème ondulatoire. Donc, c'est important d'avoir cette notion en tête. Et puis, l'autre aspect de l'optique ondulatoire, c'est quels sont les phénomènes qui vous intéressent. Si c'est des phénomènes qui sont purement ondulatoires, comme la diffraction, les interférences, ou des modes de résonance dans des cavités, on doit passer par une résolution des équations d'onde. L'autre approche, c'est l'optique géométrique. Donc, on est sur des plus grands systèmes avec des petites longueurs d'onde. Donc là, ça pourrait être gourmand de vouloir résoudre les équations d'onde sur des grandes distances comme celle-ci. Donc, on va plutôt faire une résolution de lancer de rayons, donc l'optique géométrique, où on va en fait étudier la trajectoire des photons et étudier ce qui se passe aux interfaces quand le photon rentre dans la lentille. Il y aura de la réflexion, il y aura de la réfraction, donc on va appliquer les lois de Snell-Descartes. Sachant que voilà, là vous avez en fait sur l'image un système de lentilles de Pelsval. On pourra simuler en fait des miroirs, des lentilles, et garder en tête que ce soit en ondulatoire ou en géométrique, il y a la notion de multiphysique qui pourra être associée, parce que
le rayon possède une intensité, l'onde électromagnétique possède aussi une quantité d'énergie. On pourra étudier l'énergie déposée et la source de chaleur induite, et donc les effets thermomécaniques qui peuvent avoir lieu, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Jean-Marc, peut-être si tu veux dire quelques mots sur comment la simulation s'insère dans les entreprises et les projets académiques. Oui, la réflexion au niveau de COMSOL, c'est bien sûr de fournir un environnement de simulation pour les spécialistes, hein, j'allais dire. Mais c'est aussi de se dire comment déployer l'outil de simulation bien au-delà de ce cercle restreint, finalement, de spécialistes. Eh bien, l'idée qui est désormais ce que nous proposons, nous, en termes de solutions, c'est bien sûr de permettre aux spécialistes de développer des modèles en optique, par exemple, mais de pouvoir ensuite, à partir de ces modèles, créer des interfaces spécialisées, dédiées, qu'on va appeler métiers ou applications dans notre jargon, et de les déployer tout simplement vers les techniciens sur des lignes de fabrication ou vers des clients, tout simplement, pour montrer l'impact ou l'influence de variations de paramètres. Voilà, c'est ce que nous proposons avec bien sûr les outils nécessaires pour gérer l'ensemble de ces modèles, de ces applications dans leur historique, dans leur version et autres. Alors, pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne, voici un premier exemple qui nous intéresse tous. Vous avez à droite une image, une géométrie d'un œil, bien sûr, et puis un petit peu de l'optique qui traverse. Et la société Kejaco, qui est une start-up qui a quelques années maintenant, a pour ambition de développer un jumeau numérique de l'œil qui permet d'évaluer au fil du temps, de quantifier les variations finalement au niveau de la cornée, etc., de façon à anticiper sur l'apparition de la presbytie ou de la myopie. Avec un modèle qui va coupler à la fois l'optique, la mécanique des structures et puis, je dirais, les propriétés matériaux de l'œil et leur évolution dans le temps. Alors là, à l'heure actuelle, ils en sont aux essais cliniques sur l'homme. Hein. Les essais précédents ont été couronnés de succès. Alors, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que bien sûr, ce n'est pas votre ophtalmologiste qui va lancer les calculs. Donc pour ça, la société Kejaco a prévu de déployer des applications au niveau des différents laboratoires, des différents ophtalmos qui pourront prendre une image de l'œil de son patient, entrer dans le modèle et obtenir ensuite un résultat qui indiquera est-ce qu'il est pertinent ou pas et à quel moment de lancer une petite géométrie, une petite chirurgie corrective qui permettra de retarder l'apparition de la presbytie ou de la myopie. Un autre exemple, plus techno, plus dispositif, sur la question des fibres optiques et du réseau. Hein, le réseau Internet, le signal, l'information est principalement véhiculée via des fibres optiques, mais il y a encore quantité de dispositifs, de composants électriques qui sont utilisés. Et l'ambition ici au niveau de l'EPFL, donc, qui est l'Institut suisse fédéral de technologie, eh bien, c'est de proposer une gamme, une famille finalement de composants optiques pour remplacer tous ces composants électriques, avec des contraintes très fortes, la taille déjà, et puis ensuite le fait d'avoir à simuler à la fois, je dirais, la partie optique et puis l'interaction très très forte entre, par exemple ici, une partie mécanique et électrique. Donc là, vous avez un premier composant qui a été simulé et fabriqué derrière, donc qui est un coupleur. Ce que vous voyez ici, la partie centrale, c'est un bus qui transporte le signal optique. Et puis sur les côtés, vous avez une partie de coupleur qui permet d'effectuer un déphasage plus ou moins important. Et d'où les simulations et les couplages optiques et électromécaniques. Et sur la partie supérieure, vous voyez ici donc le signal optique qui passe au milieu. Et puis on a représenté en bas, là, donc sur chaque ligne, en fait, un écart, une distance différente entre le coupleur et le bus, donc qui modifie effectivement le déphasage et le signal finalement qui est transporté. Et là, vous avez quelques modes qui sont présentés. On comprend à travers cet exemple que c'est très très fin au niveau du design. Les changements ou les modifications de quelques paramètres peuvent facilement engendrer des modes de distorsion qui sont évidemment défavorables. Et donc, il est nécessaire d'aller assez loin au niveau des simulations pour avoir un design très adapté à la fois à la partie géométrie et les différentes physiques qui sont appliquées. Et c'est ce qu'ils ont réussi à réaliser. Avec un dispositif, un composant qui est fabricable également avec des dimensions, puisque on a un composant ici qui fait quelques dizaines de microns de côté. On est vraiment sur des tailles extrêmement réduites. Voilà. Donc ces deux exemples juste pour illustrer et vous montrer comment la simulation aide sur les différents points. Et je cède la parole à Michael
pour illustrer d'autres sujets. Je vais vous donner une liste qui est non exhaustive d'applications et de thématiques autour du sujet de l'optique, envisageable avec COMSOL, que ce soit en ondulatoire ou en optique géométrique. Je vais commencer par l'optique géométrique avec ce qu'on appelle des analyses STOP. STOP pour Structural, Thermal, Optical Performance. Donc, on étudie un système optique avec de l'optique géométrique et en fait, on vient de mettre une couche de multiphysique par-dessus. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un système optique de lentilles de Petzval où on va avoir des faisceaux, des rayons lumineux qui vont traverser ce système via les équations d'optique géométrique. Mais ces rayons lumineux possèdent une intensité qui va se déposer sur la lentille. C'est ce que vous voyez en fait au niveau de la dernière lentille colorée. C'est la source de chaleur induite dans la lentille. Et comme ça, va vous permettre de coupler le calcul d'optique avec de la thermique. Donc, on va s'intéresser à l'élévation de la température. On va pouvoir aussi modéliser l'environnement thermique, si on est dans une boîte fermée avec de la convection naturelle, du rayonnement surface à surface. On peut mettre vraiment des conditions d'environnement thermique. Et donc, il y a l'élévation de température. Alors, cette élévation de température va induire un changement dans l'indice de réfraction du matériau, si on veut le prendre en compte. Et donc, ce changement d'indice va aussi perturber le chemin optique. Donc, ce couplage fort entre les deux physiques est envisageable, mais il y a aussi, n'oublions pas, s'il y a une élévation de température, il va y avoir des gradients thermiques et donc des contraintes mécaniques. Et selon comment on a fixé les lentilles, on va avoir de la déformation. Et cette déformation va aussi troubler le chemin des rayons optiques. Et donc, COMSOL permet de faire ce couplage fort. C'est ce que vous voyez en fait dans le diagramme en bas à droite. C'est le couplage entre l'optique géométrique, la thermique et la mécanique. Donc, après, c'est au choix de l'utilisateur de mettre plus ou moins d'options selon les hypothèses de modélisation. Sur la thématique de l'optique géométrique, pour information, on a quelques fonctionnalités qui peuvent faciliter la mise en place des modèles. On a une bibliothèque de pièces avec des objets optiques, comme des lentilles, des miroirs. Alors, vous renseignez un rayon de courbure, une distance focale ou une épaisseur. Et puis, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces bibliothèques, vous pouvez créer vous-même votre propre pièce et l'ajouter dans la bibliothèque ou bien l'importer depuis des logiciels de CAO comme SolidWorks, AutoCAD ou autres. Et en post-traitement, on a aussi des outils permettant de faciliter l'analyse de ce type de système. Ce qui est souvent utilisé dans cette thématique, c'est le spot diagramme qui permet d'avoir les aberrations induites à la sortie d'un système optique. Je prends un petit peu de recul sur l'optique. On va parler un peu d'une thématique un peu plus générale sur les procédés de fabrication qui font appel à des lasers. Donc là, c'est plutôt des simulations multiphysiques, thermiques, mécaniques, voire mécaniques des fluides. Donc c'est l'interaction laser-matière sur beaucoup de procédés, fabrication additive, soudage laser, fritage, découpage. Là, dans l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est un wafer en rotation. On va venir appliquer un faisceau laser. Alors, par contre, le faisceau laser, dans cet exemple, n'est pas modélisé du point de vue des équations d'onde ou de rayons optiques. On modélise juste une source de chaleur qui vient s'appliquer sur le wafer avec une forme de gaussienne. C'est chaud au milieu, c'est moins chaud sur les bords. Et le but est d'étudier l'ablation en fait, d'une couche de revêtement sur le wafer et voir comment se distribue la température dans ce wafer selon la vitesse de rotation. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en termes de procédés de fabrication. On a des utilisateurs très avancés sur la thématique du soudage laser qui sont capables de modéliser le changement de phase, la fusion du matériau et voir les mouvements de fluide dans le liquidus pour avoir vraiment une description fine de la soudure. Donc, vous pourrez trouver ça sur notre site, sur les papiers liés au soudage laser. Je reviens un petit peu sur l'optique, le sujet d'aujourd'hui, donc les fibres optiques. Là, on est plutôt dans l'ondulatoire cette fois-ci. Et donc, on a des fonctionnalités permettant de concevoir des fibres. Alors, souvent, ce type de simulation consiste à dessiner le plan de coupe de la lentille. Alors ici, c'est une fibre microstructurée. Donc, c'est en haut à droite, là, vous voyez du silicium avec des cavités d'air, de la silice avec des cavités d'air. Et donc, le but du jeu va être de calculer les modes qui peuvent se propager, l'indice effectif, les pertes qu'il peut y avoir aussi, les pertes d'insertion de ce type de fibre. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est à gauche le champ électrique, à droite le champ magnétique. La partie en haut, c'est le champ tangentiel, c'est-à-dire dans la partie transversale, et longitudinale, c'est-à-dire dans la distance de propagation. Donc voilà, on a des solveurs d'analyse de mode, et puis on peut aussi envisager d'autres simulations, comme ce que vous voyez tout en bas, où on est plutôt dans la direction de propagation du faisceau lumineux. Et donc, on va avoir deux fibres monomodes avec un système optique au milieu pour adapter en fait le couplage entre les deux fibres. Et le but du jeu va être de calculer en fait selon l'ajustement des lentilles les pertes d'insertion qu'on va obtenir. Et donc là, on peut plutôt analyser les résultats en termes de coefficient de réflexion, de transmission et calculer les pertes de manière générale.
une thématique très importante qui vient petit à petit remplacer l'électronique, même si on n'enlève pas complètement, c'est le photonique intégré sur silicium. Donc là, ce que vous avez en haut, c'est un schéma en fait à quoi peut ressembler un circuit photonique. Nous, comme Sol, on va plutôt s'intéresser aux composants en particulier. Alors là, c'est libre à vous parce qu'on n'a pas de bibliothèque de composants, on n'est pas restreint vraiment à 3 types de composants. Là, c'est libre à vous de dessiner votre composant, d'appliquer des physiques dessus et des matériaux pour étudier à la fois des modulateurs, des guides d'ondes, le couplage entre des guides, des cristaux photoniques, des lasers ou des photodiodes. Donc voilà, vous pouvez faire des modèles en fait d'un composant et étudier finement ce qui se passe à l'échelle du composant. C'est ce que vous voyez en fait en bas. En bas à gauche, on a un résonateur annulaire. On va étudier en fait la fréquence de résonance de ce filtre. Et on va étudier donc la propagation du champ électromagnétique dans ce filtre annulaire. Et à droite, c'est un modulateur de Mach-Zehnder où là, on fait du couplage électro-optique, où on va venir appliquer un champ électrique pour moduler un signal d'entrée en un signal de sortie. Alors, sachant qu'il y a une particularité sur cette thématique du module Wave Optics de COMSOL, c'est qu'on a une fonctionnalité qu'on appelle la méthode beam envelope, enveloppe de faisceau, qui permet d'alléger la règle que j'ai citée précédemment des 5 mailles par longueur d'onde. Selon si votre champ va être directionnel ou non, la propagation va être directionnelle ou non, on va pouvoir alléger le maillage grâce à cette méthode. Et c'est le cas en fait des 2 exemples que vous voyez. Alors, ces directions ne doivent pas forcément être rectilignes, c'est le cas là, de l'annulaire. Tant que vous connaissez la forme de la phase, la direction de la phase, vous pouvez en fait simplifier les calculs et donc avoir voilà, des maillages moins restreints. Et du coup, un modèle moins lourd. Et un modèle moins lourd. Et donc accélérer le prototypage jusqu'à la production. Une autre thématique, alors là c'est l'optoélectronique, on va plonger dans la matière. Là on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau du semi-conducteur. C'est d'autres équations qu'on résout, c'est l'équation de transport de charge, l'équation de Rives-diffusion. On va s'intéresser à la densité électronique et la densité de trous. On va venir spécifier des zones ou d'espace où la matière va être d'OPP, d'OPN, et on va vraiment étudier voilà, les phénomènes de transport de charge de composants comme des photodiodes, des LED ou des cellules solaires. Et on peut coupler en fait ce semi-conducteur avec d'optiques qui vont venir participer pour créer des taux de génération, de recombinaison au sein de ces matériaux de semi-conducteurs. Il est aussi possible de faire ce type de simulation. J'avais fini pour les thématiques. Jean-Marc, peut-être veux-tu nous parler de la notion d'application dans COMSOL, qui est très importante pour nous et surtout pour vous. On va partager l'écran. Alors, oui. Alors, juste un mot pour rappeler qu'une application est basée sur un modèle réalisé dans COMSOL Multiphysics. C'est une interface dédiée. Vous avez un exemple ici où on regarde tout simplement l'arrivée d'une onde électromagnétique sur un réseau de fils d'or, par exemple, déposé sur un substrat, et on va regarder tout simplement le champ qui est diffusé, qui est absorbé, etc. Et on a un petit film qu'on devrait normalement, voilà, vous devez voir désormais. C'est une application qui est réalisée assez basique. Et vous voyez donc ce réseau de fils qui est représenté en bas. Donc c'est assez petit. Vous voyez que la taille, le rayon de ces fils est de quelques dizaines de nanomètres. Et puis, eh bien, l'utilisateur peut modifier un certain nombre de choses, de propriétés matériaux, voire d'ondes incidentes, longueur d'onde ou autre, voilà. Et puis ensuite, eh bien, il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer un calcul qui se réalise et analyser ensuite les résultats. Voilà, donc là, c'est évidemment une interface dont les différentes options ont été sélectionnées par l'utilisateur initialement. On peut regarder différents ordres, différentes diffractions ou différents angles d'incidence, par exemple, en fonction des intérêts de l'utilisateur final. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer une interface, j'allais dire simplifiée, métier, adaptée à un cahier des charges particulier. Et Mickaël va nous montrer maintenant ce qu'il y a derrière l'interface de COMSOL Multiphysics. C'est ça. À partir d'un modèle COMSOL Multiphysics, vous êtes capable de créer ce type d'application et offrir la possibilité à de multiples utilisateurs qui ne sont pas forcément experts de la simulation d'utiliser quand même vos résultats de calcul. Alors, je vous montre l'interface de COMSOL que vous devriez voir à l'écran. Donc là, l'interface que vous voyez, que vous fassiez de la mécanique, de la thermique, de l'optique géométrique ondulatoire, ça va être la même interface. Ça va être la même façon de travailler. Ce qui va changer, c'est les options que vous allez trouver en fait au niveau de la physique ici. Donc ici, la physique, c'est l'onde électromagnétique, donc c'est l'approche optique ondulatoire pour ce modèle. C'est le modèle de fibres microstructurées que je vous ai montré précédemment. Mais en tout cas, la façon de travailler sera la même que vous travaillez sur une physique ou sur une autre. Sachant que
celle-ci consiste à créer une géométrie ou l'importer à partir d'un logiciel. Donc là, nous, comme Sol, on a des fonctionnalités pour créer des géométries, les paramétrer, même créer des géométries aléatoires. Et après, on assigne en fait des matériaux pour dire chaque bloc en quoi cela consiste en termes de propriétés matériaux. Donc là, vous voyez la silice avec un indice de réfraction qui est paramétré, et puis l'air avec un autre indice de réfraction qui est aussi paramétré dans ce modèle. La physique, c'est pour donner les conditions d'environnement de ce qui va se passer, ce qui est en entrée, ce qui est en sortie, etc. Là, ici, ce qui compte pour ce type d'analyse de mode, c'est ce qui va se passer sur la frontière extérieure. Donc là, c'est ce qu'on appelle une condition de diffusion à la frontière. C'est pour dire que l'onde peut s'échapper sur les côtés. Le maillage peut être soit automatisé, comme Sol détecte que vous travaillez en anti-ondulatoire et va adapter le maillage par rapport à l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, ou bien vous pouvez mettre les mains dedans et raffiner là où vous pensez que ça sera important de raffiner le maillage. L'étude ici prend quelques instants, hein, le calcul doit faire 13 secondes, et en post-traitement de ce type d'analyse de mode, on peut obtenir le graphique que j'ai montré précédemment, voir le profil du champ électrique, le profil du champ magnétique, et surtout voir les différents indices d'effectifs calculés, donc les différents modes que je montre ici. Donc, on peut faire du post-traitement, on va dire, visuel, graphique. On peut aussi faire du numérique, calculer un coefficient de transmission, de réflexion, calculer des pertes. Voilà, là, c'est libre à vous de post-traitement. On n'est pas contraint à 3 graphiques. C'est vraiment, vous avez une grande liberté sur à la fois les conditions en entrée, mais aussi sur les conditions en sortie. C'est très ouvert. Voilà, donc on arrive sur la fin. Je vais couper le partage d'écran et... Alors... Voilà, la dernière planche. Jean-Marc, je te laisse conclure. Oui, juste pour dire qu'on espère tous les deux vous avoir donné envie d'essayer de vous mettre à la simulation pour tout simplement faciliter le développement de vos projets dans les différents domaines de l'optique et photonique, voire au-delà. Hein, vous avez bien compris que notre logiciel, notamment, facilite tous ces éléments-là, toutes ces physiques-là. Voilà, on est ouvert pour des questions, s'il y en a. Ton micro doit être coupé, Jean-Christophe. Oui, parce que là, je vois des questions dans le chat. Je sais pas si excusez-moi. Donc parfait, merci pour votre exposé qui est parfaitement clair hein, là-dessus. Non, c'est très bien, vous avez été efficace. On vous remercie sur le timing. Donc moi je vais avoir des questions. J'aurai des questions en complément des deux posées. Il y en a une première. Pouvez-vous prendre en compte des incertitudes sur les paramètres? Et la deuxième, est-ce que vous avez des développements sur les métamatériaux pour composants RF ou optiques? Alors, la réponse est oui, pardon, aux deux questions. Pour la première question sur les incertitudes, nous intégrons un module qui est vraiment dédié à répondre à cette question, à savoir sur un paramètre matériau ou autre. Typiquement, on peut avoir des incertitudes, bien sûr. Et quelle influence ces incertitudes ont sur les résultats numériques? Eh bien, on a un module qui s'appelle Uncertainty Quantification qui fait ce travail-là. La deuxième question sur les métamatériaux. Alors oui, dans COMSOL Multiphysics, vous pouvez entrer des données matériaux qui sont réelles ou complexes, typiquement, et prendre en compte, notamment pour les métamatériaux, une façon de les décrire, c'est de rentrer des éléments complexes qui vont permettre d'avoir des indices de réfraction négatifs, typiquement, que ce soit pour les composants optiques. Très bien. On va prendre des questions parce que je pense qu'on a encore un peu de temps et ça me paraît quand même pertinent. Il y a deux autres questions qui sont arrivées. Dans la dernière, est-ce qu'il y a d'autres méthodes utilisées par COMSOL autres que la méthode des éléments finis? Oui, alors je voudrais juste revenir sur les métamatériaux. Jean-Marc a abordé une façon de traiter les métamatériaux, mais de manière générale, on étudie des structures périodiques et on a toutes les fonctionnalités pour modéliser un motif et appliquer des conditions périodiques pour en déduire des propriétés globales. Hein. Pour la méthode des éléments finis, oui, c'est, on va dire, un bon gros 80% de l'utilisation étant en éléments finis. Il y a d'autres méthodes. On a les éléments de frontière sur la thématique de l'optique. L'optique géométrique, c'est pas des éléments, enfin, c'est du lancer de rayons, donc c'est encore une fois un peu différent. Et sur la partie RF ou optique, on a aussi la méthode de Galerkin discontinu, qui est très similaire à la méthode des éléments finis, mais très efficace en temporel pour étudier la propagation sur des grandes distances. Très bien, moi j'avais deux questions avant de laisser la parole à Monsieur Paseda. Vous avez évoqué tout à l'heure
une manière de pouvoir en fait interagir sur de la soudure laser. Donc, je pense notamment à tout ce qui va être matériaux. Est-ce que votre bibliothèque, elle est exhaustive sur tous les paramètres et sur tout ce qui est matériaux dédiés à l'optique, ou est-ce qu'on peut aussi des fois avoir accès à certains paramètres et donc à certaines variantes au niveau des matériaux pour l'optique, par exemple, voilà, si j'ai une densité, si j'ai une réflexion qui est un peu différente par rapport à votre bibliothèque, est-ce que je vais quand même pouvoir customiser ça? Alors voilà, c'est un peu j'ai posé 2 questions dans la question. Ok. Oui, en effet. Alors, on a une bibliothèque matériaux avec un certain nombre de matériaux déjà pré-implémentés. Alors, selon la physique que vous allez résoudre, vous avez plus ou moins d'options, de propriétés disponibles. Ces propriétés peuvent être constantes, mais peuvent aussi dépendre de la longueur d'onde, peuvent dépendre de la température. Donc, soit vous trouvez votre bonheur dans la bibliothèque déjà existante, mais en tout cas, dans tous les cas, vous pouvez créer votre propre matériau, rentrer vos propres fonctions et les ajouter dans votre propre. D'accord. Et une toute dernière question, moi j'ai trouvé ça bien là ce que vous avez dit, bah tiens, voilà, vous avez montré là, juste à la fin de votre exposé, vous avez montré l'interface logicielle, et avant vous avez montré une simulation dans laquelle vous restreignez certains paramètres, bah tiens, c'est bien pour certains opérateurs ou des gens qui sont moins aguerris avec l'interface. Est-ce que du coup là vous avez possibilité de pouvoir en fait générer un petit applicatif en code compilé, où à chaque fois il faut en fait, je sais pas si ma question est claire, ou est-ce qu'il faut l'interface comme seule? Alors c'est ça. On a en fait plusieurs possibilités pour déployer ces applications. Soit de compiler le modèle et de le distribuer finalement sous forme d'un fichier autonome exécutable, hein, c'est ça. Bon voilà, bon c'est parfait, ça répond super, ça c'est une bonne caractéristique, d'accord, très bien. Et les autres possibilités, Monsieur Petit? Ben, tout simplement d'utiliser un serveur de réseau, hein, pour un gestionnaire d'applications, D'accord. quelque part, où quelqu'un va juste se connecter. Bon, chaque option, je dirais, a ses avantages et ses inconvénients en fonction des besoins. Oui, et puis ça peut être différent, ça peut être aussi sur des postes autonomes, donc d'où l'intérêt effectivement de l'exécutable. C'est ça. Bon, parfait. Est-ce qu'on a... allez, on prend une toute dernière, toute dernière, il est 10h42, je voudrais quand même qu'on laisse... on a 30 secondes, mode d'ordre supérieur où évanescents d'une fibre sont calculables. Dernière question avant de laisser vraiment la parole à Oui, Clady. on peut aller plus loin dans la simulation des fibres et calculer la partie évanescente des ondes, donc les Très ondes. bien, La réponse est oui. très bien. Bon, je vais... Monsieur Paseda, merci en tout cas, Monsieur Petit, Monsieur Barsif, pour votre intervention et votre exposé, qui était parfaitement clair, et d'avoir répondu aussi spontanément à toutes les questions. Monsieur Paseda, est-ce que c'est bon pour vous? Vous nous entendez? Oui, oui. Est-ce que vous On vous m'entendez? entend. Eh bien, parfait. Voilà, écoutez, on vous laisse vous présenter et puis dérouler votre présentation et démonstration le cas échéant. C'est à vous. Bien. Merci merci à tous les participants et merci au cluster Alpha RLH pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Gilles Paseda, je suis gérant de la société Clavis qui a développé cet outil de simulation en ligne, Optical Calculation. Clavis propose des missions de consulting en instrumentation optique pour les entreprises, les laboratoires et puis les grands projets aussi. Là, ça fait presque 10 ans que j'interviens sur le projet ITER, par exemple. Et donc, à la base, ça n'est pas une société d'édition de logiciels, hein. L'idée de proposer un outil en ligne est venue au fil des missions, en fait. Donc, Optical Calculation, c'est un logiciel de calcul optique en mode SAS. Il se divise en fait en 2 modules. Donc, c'est d'abord un outil permettant de faire très simplement de nombreux calculs en photonique. Ces calculs sont souvent nécessaires pour compléter une simulation optique et beaucoup d'entre eux ne sont pas proposés par les logiciels du marché. Comme vous le voyez, de nombreux thèmes de la photonique sont abordés et ces calculs sont regroupés dans le module qui s'appelle Handy Calculations. Optical Calculation, c'est aussi un logiciel de simulation permettant de faire de l'analyse de systèmes optiques à la manière d'autres logiciels optiques du marché, mais avec l'objectif d'avoir une interface utilisateur vraiment le plus simple possible. Donc ça, c'est le module que j'appelle Advanced Calculations. Et ces 2 modules sont donc à disposition en ligne et peuvent être utilisés en même temps. J'y reviendrai
plus concrètement tout à l'heure. Il y a aussi de nombreux tutoriaux et aides contextuelles qui permettent de faciliter l'apprentissage des calculs et de se rafraîchir parfois la mémoire sur les thèmes de la photonique qui sont abordés. Alors, l'outil est dédié à l'instrumentation optique, hein, on ne rentre pas vraiment dans le composant, dans la physique. Et le but est de rendre le plus abordable possible la simulation optique en proposant de nombreux calculs complémentaires, une interface utilisateur donc simplifiée, mais aussi à des prix très bas. Alors, voici quelques exemples d'utilisation. On peut par exemple analyser un spectromètre à réseau et en particulier en évaluer la résolution. Donc avec le module Handy, on va pouvoir faire des calculs préliminaires simples, donc des angles de diffraction, des résolvances, des dispersions de réseau. On va ensuite pouvoir calculer la résolution théorique du spectromètre, donc avec les largeurs de fente, focale, etc., taille des pixels du capteur. Et avec le module Advanced, on va pouvoir calculer les aberrations du système avec des optiques réelles, donc, et évaluer la résolution réelle du système. On peut aussi avoir à concevoir un système optique qui permette de coupler efficacement une diode laser dans une fibre. Donc, avec le module Handy, on va pouvoir traduire les spécifications de la diode et de la fibre qui sont fournies par le fabricant en paramètres utiles pour le calcul. On va pouvoir ensuite calculer le grandissement du système optique permettant le meilleur couplage et calculer ensuite ce taux de couplage optimum. Donc tout ça, c'est réalisé avec le module Handy. Et ensuite, une configuration avec le grandissement optimal utilisant des optiques réelles peut être saisie dans le module Advanced. Bon, par exemple, à l'aide de lentilles du commerce qui sont disponibles dans l'application. Et le taux de couplage réel peut finalement être calculé en tenant compte de ces aberrations. Autre exemple, on peut faire une étude optique et radiométrique d'un système d'imagerie contenant un système optique et une caméra. Donc, si on estime que l'éclairage risque d'être insuffisant, on peut évaluer grâce au module Handy la puissance obtenue sur les pixels et le rapport signal sur bruit, donc connaissant les caractéristiques de la source, l'albédo de la scène, les paramètres par action du système et puis les caractéristiques de la caméra. Et on peut ensuite saisir le système optique réel dans le module Advanced pour évaluer les aberrations et la résolution du système. Donc, Optical Calculation est utile pour faire des études de faisabilité, donc on l'a vu sur l'exemple du système d'imagerie, pour dimensionner des composants, donc on l'a vu sur le système de couplage d'une diode dans une fibre, pour concevoir un banc expérimental ou un prototype, pour analyser les performances d'un système optique, et aussi pour faire donc du reverse engineering et bien sûr de la formation. Alors ça s'adresse aux ingénieurs, aux chercheurs, aux techniciens qui ont des projets de R&D en instrumentation optique, mais aussi aux consultants, aux enseignants et aux étudiants. Alors, pas besoin d'être un expert des logiciels de calcul optique ou même un expert de l'optique pour pouvoir les utiliser. En particulier, le module Handy est vraiment très simple. Donc, il y a quelques paramètres à saisir, une aide contextuelle qui est bien utile. Et puis, le module Advanced est relativement simple, même s'il y a encore des moyens de faciliter son utilisation. J'y reviendrai. Alors, les atouts de l'application sont d'abord le prix, qui est très en deçà de ceux des logiciels du commerce. Donc, l'idée est vraiment de proposer une solution qui puisse être adoptée même par des utilisateurs épisodiques, en fait. Les calculs complémentaires, donc le module Handy, proposé en plus des fonctions d'analyse classique d'un système optique et qui présente une valeur ajoutée significative, la simplicité d'utilisation, je l'ai déjà mentionné, les aides contextuelles et les tutoriaux aussi. Une aide personnalisée est possible pour chaque utilisateur. Donc, on peut les aider si besoin à la saisie et à la résolution de leur user case. Il y a aussi une volonté de minimiser le temps d'apprentissage des utilisateurs en proposant des cas de figure qui sont pré-traités. Donc, il y en a peu pour l'instant, mais la liste va s'allonger. Et ces cas de figure pré-traités se présentent sous la forme d'une page, en fait, une page web. Donc, proposer une séquence de calcul complète avec des liens vers les pages de calcul concernées.
et puis aussi des templates de systèmes optiques adaptés au cas de figure en question sont proposés. Donc, l'utilisateur n'a qu'à suivre les instructions, cliquer sur les liens et saisir les paramètres. Il y a également des catalogues de composants du marché. Donc, pour l'instant, il y a environ il y a plus de 1000 lentilles, plus de 1000 miroirs aussi qui sont proposés, mais ce catalogue va s'étoffer au fil du temps, avec aussi des nouveaux composants, d'autres types de composants. On a également développé un traducteur Zemax, donc qui permet d'importer des fichiers Zemax directement sur le site web, dans l'application. Donc pour l'instant, ça marche sur des systèmes centrés, mais un traducteur plus complet va être proposé prochainement. Et enfin, bon, étant donné que les calculs se font sur le web, rien n'est à télécharger, donc les updates sont accessibles automatiquement. Donc les prochains développements sont d'abord axés sur l'optimisation. Donc on va mettre en place un outil dans le module Advanced permettant d'optimiser un système optique, ainsi qu'un outil de tolérancement. Donc ça, c'est prévu pour tout début d'année prochaine. Il y a également une forte demande pour la propagation d'ondes et puis l'étude des interférences. Donc, on va également proposer ça. On va aussi améliorer encore l'interface utilisateur du module Advanced en proposant vraiment quelque chose qui nécessite aucun apprentissage. Et on va aussi automatiser les cas de figure. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une page sur laquelle on a un mode d'emploi avec des liens vers les pages de calcul, mais la nouvelle configuration permettra de faire les calculs automatiquement. Quoi d'autre? Et plus de catalogues, j'en ai déjà parlé. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'application. Donc je vais partager mon écran. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? On voit votre écran, parfait. Oui, bon, très bien. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Hein, ça se présente comme un site web, en fait. Donc sur la droite, il y a des menus. Donc il y a un menu général, comme sur chaque site web, avec quelques infos sur les fonctionnalités. Là, sur la droite, il y a un deuxième menu qui me permet d'accéder aux calculs, aux tutoriaux. Il y a aussi un guide expliquant comment utiliser l'application, un glossaire, quelques vidéos et un accès aux pages de use case. Donc, l'utilisation du logiciel nécessite de se loguer, donc ce qui sous-entend qu'on s'est préalablement inscrit. Donc là, je vais me loguer. Et une fois connecté, j'arrive sur une page qui me permet d'accéder directement au module Handy et Advanced. Donc là, je vais cliquer sur Handy Calculations et j'arrive sur une page de calcul par défaut. Alors, chaque page de calcul, en fait, est accessible par un bouton mentionnant un domaine de la photonique que j'ai présenté précédemment. Et donc, en cliquant sur un des boutons, j'ai un menu déroulant qui s'affiche avec un thème du domaine choisi. Donc là, je clique sur laser beam propagation et j'arrive sur une page par défaut du thème choisi. Alors, il y a une alternative pour chercher des calculs, c'est de taper des mots-clés ici dans cette cellule. Donc là, si je tape Fraunhofer, diffraction rectangulaire, j'ai une liste de calculs qui est proposée. Donc, si je clique sur l'une d'entre elles, j'arrive sur le calcul en question. Donc, chaque page du module Handy est configurée de la même manière. Donc, sur la gauche, j'ai la liste des calculs qui sont pertinentes avec le thème choisi. La plupart du temps, il y a un schéma explicatif qui permet de mieux comprendre ce que fait le calcul, donc qui peut être grossi. Voilà. Les pages contiennent un ou deux tableaux de calcul. Donc, s'il y a deux tableaux, un des tableaux est dédié en fait à la saisie des paramètres d'entrée et l'autre à l'affichage des paramètres à calculer. Si il n'y en a qu'un, comme sur l'exemple ici, n'importe quel paramètre peut être calculé à partir de tous les autres. Donc, au-dessus du tableau, il y a un certain nombre de boutons qui sont des aides contextuelles. Donc, le bouton About
explique ce que fait le calcul. Le bouton Caution donne des indications sur comment saisir les paramètres d'entrée. Donc, c'est souvent assez évident, mais pas toujours. La définition des paramètres qui sont spécifiés par des lettres ou des acronymes apparaît en passant la souris sur le bouton Parameters. Alors, je les ai aussi en passant la souris sur les paramètres en question. Il y a aussi un glossaire qui peut être pratique et un lien vers un tutoriel qui concerne le thème abordé. Donc, je ne sais pas si je clique, vous voyez le tutoriel ou vous restez sur la page précédente. Vous voyez le tutoriel, non? Non, là, on reste sur la page. D'accord, vous êtes resté sur la page. OK. Donc, on a ensuite, donc, au-dessus, des boutons qui permettent de faire le calcul. Donc, je peux afficher mon résultat dans le tableau. Je peux ici l'afficher dans un graphique représentatif. Alors, cette option graphique n'est pas possible sur tous les calculs. Par contre, systématiquement, je peux faire varier des paramètres et les afficher. Donc là, je fais varier la longueur d'onde. Hein, c'est un calcul qui permet de calculer un calcul simple qui permet de calculer la diffraction par une fente rectangulaire. Donc, j'affiche le résultat dans un tableau. Je peux d'ailleurs charger ce tableau dans un fichier et puis ensuite l'utiliser dans un fichier Excel. Donc, je peux afficher aussi les résultats dans une courbe. Voilà, donc si je change de calcul, donc je vais sur un calcul une page qui me permet de calculer la puissance sur un pixel d'une caméra qui regarde une scène d'une radiance donnée et qui calcule aussi le rapport signal sur bruit. Donc là, la configuration est la même. J'ai 2 tableaux au lieu d'un parce que j'ai un tableau d'entrée et un tableau de sortie. Et par défaut, systématiquement, donc les cellules sont chargées, mais je peux bien sûr saisir les paramètres qui m'intéressent. Donc là, j'ai la taille des pixels, l'efficacité quantique, le dark current, le readout noise, le temps d'intégration, la longueur d'onde, la radiance du point de la scène que je veux regarder, la position du point de la scène que je regarde, l'ouverture de mon système, le grandissement, alors là, et la transmission de mon système. Donc, si j'appuie sur le bouton Table, donc j'ai les résultats, donc la puissance sur mon pixel et les rapports signal sur bruit par différentes sources de bruit et le signal sur bruit total. Donc, je peux calculer aussi et afficher les résultats sur un graphique représentatif. Voilà, donc ça, c'est pour la partie handy. La partie Advanced Calculation, donc qui s'apparente plus à un logiciel de simulation optique, on y accède par le bouton Advanced Calculation System Analysis. Donc, on arrive par défaut sur une page qui permet de saisir le nombre de surfaces de notre système. Donc, ici, j'ai un bouton Input qui est un menu déroulant qui me permet de saisir tous les inputs dans les tables correspondantes, donc les paramètres de surface, les ouvertures, les champs, les longueurs d'onde, les light sources, donc ça peut être des lasers si on a des calculs de propagation, ça peut être des sources incohérentes si on veut faire des calculs de transmission. Je peux aussi saisir une fibre optique si j'ai du calcul de couplage de fibres à exécuter. Et j'ai aussi beaucoup d'options pour le calcul et pour l'affichage. Donc, si je vais sur la page Surface Parameters, j'ai plusieurs tableaux en fait qui s'affichent. Donc, le premier tableau, c'est les paramètres indispensables. Donc, bien sûr, le rang de courbure, l'indice de réfraction qui peut être une référence d'un catalogue commercial qui est disponible en ligne. Le type de surface, donc sphérique, asphérique, ça peut être une lentille paraxiale aussi, toroïdale, biconique, un réseau de diffraction, etc. Je peux rajouter des ouvertures supplémentaires sur ma surface, la tilter ou pas. Et suivant les saisies que j'ai fait, par exemple, si j'ai saisi une surface asphérique, je remplis les coefficients d'asphéricité dans le tableau non-spherical surface. Si j'ai besoin de faire des tilts, etc., dans le tableau tilt and decenters.
Donc, je peux aussi définir l'ouverture de diverses manières par l'ouverture numérique, le F-number, etc. Je peux choisir la position de mon diaphragme. Ça peut être un système télécentrique ou non. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur les inputs. Les calculs se font donc par les boutons de droite. Donc, j'ai des calculs par axiaux, de conjugaison, de propagation de faisceaux laser. J'ai des calculs donc de propagation réelle aussi. Donc là, par exemple, j'ai un ray tracing donc qui représente une lentille qui est chargée par défaut en fait. J'ai des calculs de spot diagramme, bien sûr, de FTM, de wavefront error. Je peux faire aussi un best focus, donc optimiser la distance de ma surface d'observation, etc. Et j'ai des calculs aussi de radiométrie qui permettent donc de calculer le flux transmis par un système, donc le flux issu d'une source. Couplage aussi d'un laser dans une fibre optique, multimode, monomode. Alors, on peut bien sûr sauvegarder des configurations. Donc, il suffit d'aller sur cette page. Là, je peux vous montrer, par exemple, certaines configurations qui ont été chargées auparavant. Donc là, il suffit en fait de copier et coller dans la cellule en question le contenu du fichier qui a été précédemment sauvegardé. Donc là, si je fais un ray tracing, je vais avoir donc j'ai un spectromètre à réseau en fait avec deux miroirs paraboliques off-axis. Ici, je vais vous montrer un système d'imagerie. Voilà, donc là, vous avez un système avec un certain nombre de lentilles, un système d'imagerie. Donc, je peux faire un spot diagramme sur tous les champs. Je peux faire un wavefront error. Donc, ici, c'est sur l'axe, mais je peux le faire à n'importe quel point du champ. Je peux faire aussi une MTF. Vous voyez ici. Bon, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un use case, donc une configuration qui va permettre de coupler, donc en fait, faire l'étude d'un système optique qui va permettre de coupler efficacement une diode laser dans une fibre optique monomode. Donc, je vais donc ça, c'est un use case que j'ai chargé. Donc, je vais sur la page en question qui va détailler en fait toute la séquence de calcul et expliquer aussi toute la séquence de calcul à réaliser. Donc on va faire cette séquence-là en accéléré pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, une diode monomode émet en général un faisceau gaussien dans deux plans de propagation perpendiculaires, mais avec des caractéristiques différentes. Ce qui donne un faisceau finalement elliptique avec des divergences différentes dans ces deux plans. Donc là, on va supposer que les divergences du faisceau à mi-hauteur dans ces deux plans sont données. Donc j'ai pris 7 degrés dans un plan et 20 degrés dans l'autre, à une longueur d'onde de 780 nanomètres. On suppose aussi que le mode de la fibre est défini par son ouverture numérique, donc de 0,1, pour un recouvrement du mode de 95%. Donc, la page propose de calculer les dimensions du faisceau au niveau de la diode, c'est-à-dire les dimensions du waste dans les deux plans de propagation, car ce sont des paramètres qui sont nécessaires pour le calcul du couplage. Elle propose ensuite de calculer la taille du mode de la fibre à partir de son ouverture numérique. On va pouvoir ensuite calculer le grandissement du système optique, donnant a priori le meilleur couplage. On va pouvoir ensuite calculer le taux de couplage. Donc, tout ça, ça se fait avec le module Handy. On va ensuite choisir des lentilles réelles dans le catalogue qui est disponible pour composer notre système et le saisir dans le module Advanced et calculer le taux de couplage réel. Alors, la première étape est donc de calculer les dimensions du waste,
dans les deux plans de propagation à partir des divergences du faisceau. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Là, c'est un lien vers le calcul. Mais comme elle va s'afficher sur une page, une autre page, vous n'allez pas la voir. Donc, je vais aller directement sur la page en question via le menu. Non, c'est pas là. Ouais. Voilà. Donc, dans le cas présent, en fait, mon use case me propose d'utiliser un système composé de deux lentilles par axiale. Donc, une première lentille qui va collimater le faisceau issu de la diode et le deuxième qui va le focaliser sur la fibre. Donc, le grandissement du système, on suppose qu'il a été calculé, qu'on l'a calculé. Le grandissement du système est de 2,16 et il est égal, dans ce cas-là, au rapport des focales. Alors, quelle que soit en fait la focale de la première lentille, si ce rapport est respecté, le taux de couplage va rester le même. Donc, je vais rentrer les composantes les paramètres de ma diode et de ma fibre que j'aurais dû calculer précédemment. Donc, je fais qui est de 2,39 dans un plan, de 0,83 dans un autre. Je suppose que ma première lentille a une focale de 100 mm, donc je place ma diode au foyer de la première lentille. Donc la deuxième lentille a une focale de 216 mm. La distance entre les deux a peu d'importance. Alors le diamètre de la fibre que j'aurais dû calculer donc dans mon use case c'est de 3,02 voilà, microns. Je vais supposer donc la transmission est totale et qu'il n'y a pas bien sûr de désalignement. Et donc là, je calcule un taux de couplage, vous voyez, de 76,5%. Donc normalement, c'est le taux de couplage optimal que je vais pouvoir obtenir donc pour coupler ma diode dans ma fibre optique. Alors maintenant, je vais aller dans le module Advanced et dans mon catalogue de lentilles pour choisir des lentilles réelles en fait qui vont correspondre à ce que je veux. Alors, je vais aller directement. Alors, en général, quand on couple dans une fibre optique, on choisit comme des petits spots, on choisit des lentilles avec de courtes focales pour limiter les aberrations. Là, je vais prendre des courtes focales et je vais aussi utiliser des lentilles asphériques qui sont normalement corrigées de l'aberration sphérique. Donc, je vais enlever tous les critères de choix. Et là, je tombe donc sur un certain nombre de propositions. Donc, si je choisis par exemple cette lentille qui a une distance focale de 10 mm et celle-là qui a une distance focale de 20 mm, normalement, donc j'ai un grandissement de 2 qui est quand même assez proche de 2,16. Je ne devrais pas avoir un écart significatif sur le taux de couplage. Alors ça, on peut le vérifier avec le dernier calcul handy. On peut même faire varier donc l'écart entre les focales pour voir comment le couplage et donc le grandissement pour voir comment le couplage varie. Donc je l'ai calculé, le couplage varie très peu, il est quasiment identique au taux de couplage qu'on aurait avec un grandissement de 2,16. Donc on peut charger cette configuration-là à l'aide des fonctionnalités qui sont proposées. Donc on peut insérer les composants, etc. et charger tous les paramètres de notre configuration pour faire la simulation. Pour gagner du temps, je l'ai déjà enregistrée, donc elle est ici. Donc je vais la charger dans mon application. Voilà. Donc ici, vous avez les paramètres des surfaces. Donc vous voyez les lentilles qui sont asphériques. Vous avez les paramètres d'asphréricité, etc. Vous pouvez, donc on va regarder si le laser est bien chargé. Donc j'ai bien 2,39 microns et je suis passé un peu vite sur les valeurs des paramètres qui ont été calculées, les valeurs intermédiaires, et 0,83 microns pour le OS dans l'autre direction. Ma fibre optique a bien été chargée aussi. Bon. Donc si je fais un tracé de rayon, donc je vois que j'ai
j'ai mes 2 lentilles, j'ai l'air d'être à peu près bien focalisé. Si je fais un spot diagramme, je vois que je suis limité par la diffraction. Ici, vous avez le disque d'Airy. Donc, normalement, je devrais avoir un couplage qui est très proche de la limite de diffraction. Donc, maintenant, je vais effectuer mon calcul de couplage. Et j'ai un couplage, donc sans tenir compte des réflexions de Fresnel, donc de la transmission dans le système, de 78%, donc qui est légèrement supérieur à la limite théorique. Donc, si je tiens compte de la transmission, donc la transmission est calculée sur les réflexions de Fresnel, des verres qui n'ont pas de traitement. J'ai finalement une efficacité de couplage de 50%. Bon, en général, les lentilles sont traitées et j'ai des taux de couplage qui sont en général supérieurs. Alors, on peut expliquer le fait qu'on ait un taux de couplage légèrement supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre, à ce dont on pouvait s'attendre, au fait qu'on a un faisceau qui est quand même elliptique et la taille en fait du faisceau dans la taille la plus fine du faisceau est inférieure à celle du mode de la fibre et on épaissit largement, on épaissit légèrement cette taille-là, donc parce qu'il y a quand même de légères aberrations et finalement on recouvre un peu mieux le mode de la fibre. Voilà. Donc la présentation est terminée maintenant. Donc en conclusion, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que donc les cas de figure, là, le cas de figure qui a été présenté, c'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Le système peut être utilisé, bien sûr, dans bien d'autres cas. Donc on a parlé de spectromètre, de système d'imagerie. On peut l'utiliser aussi pour analyser des systèmes d'éclairage et autres. Le logiciel a déjà quand même beaucoup de fonctionnalités et permet d'aider un grand nombre d'utilisateurs déjà dans leur calcul et dans leur projet. Il est fait pour des gens qui utilisent déjà des logiciels optiques, mais aussi pour d'autres qui ne sont pas forcément des experts du domaine et qui peuvent avoir besoin de faire de la simulation de manière ponctuelle. En plus de ça, il y a un service, c'est-à-dire que j'aide les gens à faire leur saisie et à aussi étudier leur use case. Donc, si vous avez des velléités de calcul ou de simulation, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Paseda, pour cet exposé. Donc on est dans le timing, on va prendre peut-être un peu moins de questions pour tenir quand même la durée générale du webinaire. Alors, quel est le prix d'une licence Optical Calculation et comment en fait on fait pour les souscrire? Vous nous avez dit que c'était, alors on a certainement une bonne surprise dans ces temps, ces temps un peu durs, vous avez dit que c'était sensiblement équivalent à un abonnement téléphonique. Oui, c'est ça. En fait, le prix de la licence actuellement, c'est 384 € par an. Donc, par an, je crois que c'était par mois, parce que d'accord. Non, très bien. Voilà, avec en plus un service, c'est-à-dire que les utilisateurs qui en ont besoin, je ne les laisse pas au milieu du gué, donc je les aide, j'ai des contacts assez fréquents avec certains utilisateurs. Et le mode de souscription, il peut se faire directement sur Internet, c'est-à-dire comme un achat Internet. Il y a du paiement par carte, PayPal, par virement SEPA aussi. Okay. Et puis, on peut faire un paiement offline si besoin. Et est-ce que vous êtes sur des plateformes uniquement? Donc là, c'est le web, donc je peux utiliser une plateforme Linux, macOS, Windows, ce que je veux, tablette. J'ai pas de problème après de fenêtrage en fonction des OS ou... A priori, non, quoi. A priori, non. Ça dépend pas du système d'exploitation. Il y a des incompatibilités avec certains vieux systèmes d'exploitation pour l'affichage 3D, etc. Mais de toute façon, les calculs se font sur un serveur qui est dédié à ça. Donc, pour la partie calcul, il n'y a pas de problème. Pour la représentation 3D, il peut y avoir des problèmes sur des vieux... D'accord. On prend une toute dernière question parce qu'il va falloir qu'on puisse laisser... ou on les prendra à la fin si on a encore un peu de temps. Je voudrais qu'on essaie de terminer un peu avant... Il est 11h. Il est exactement 11h10. Si on peut terminer
Alors, il y a une question. Peut ajouter des composants personnalisés au catalogue de composants optiques? Alors non, en tout cas pas pour l'instant, parce que comme c'est enfin, un inconvénient en fait de ce type de logiciel, c'est que il est sur un serveur qui est distribué en fait. Les gens utilisent le même serveur, donc vont utiliser des librairies. Alors, il faudrait que ce soit une librairie personnalisée. Pour des questions de sécurité, pour l'instant, dès que vous vous déconnectez, plus rien de vos calculs, enfin aucun paramètre de vos calculs n'est enregistré sur le serveur. D'accord, ok, on comprend le sens. On comprend le sens de ce- Ça pourra se faire dans le futur. Euh, D'accord. Non, mais on comprend le sens, effectivement. On comprend le sens dans ces temps aussi de sécurité. et d'ailleurs, pour la sécurité des clients, oui, rien n'est enregistré. C'est-à-dire les clients enregistrent leur configuration sur leurs ordinateurs. Très bien. Allez, on prend une toute dernière question. Je voudrais laisser la parole à Monsieur Sanchez juste après vous. Monsieur Paseda, pour l'enseignement, faut-il payer par poste ou par formation? Non, en fait, il faut prendre une licence globale. Donc, les enseignants ont droit à 2 licences pour ce prix-là, 384 euros, mais ils ont accès à toutes les fonctionnalités. D'accord. Et il y a des licences dégradées pour les étudiants. Et jusqu'à 100 étudiants, c'est gratuit. Voilà. Très bien. Bon, après, Bon, c'est parfaitement clair. Et merci pour. Non, écoutez, on voit des solutions quand même différentes, certaines spécialisées, certaines effectivement génériques avec beaucoup plus de paramètres. Je pense que ça. Est-ce que vous avez des tutos vous avez des tutos également disponibles ou pas? ouais, il y a beaucoup de tutos. Ok, très bien. Ouais, il y a plein de tutos d'aide. Enfin, c'est un des arguments aussi du site, c'est de pouvoir le rendre accessible à des gens qui ne sont pas des professionnels. Très bien. Donc, Ouais, des ça, c'est spécialistes. important. Et aussi, il y a des spécialistes, mais qui utilisent d'autres domaines, enfin, qui sont spécialistes dans le domaine de l'optique, mais on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines. Quelqu'un qui fait du laser connaît mal la radiométrie, enfin, pas forcément bien la radiométrie, et il peut avoir un projet là-dedans aussi. Enfin, voilà. D'accord. Et vous, l'accompagnant, on avait bien aussi compris le sens. On n'achète pas qu'une seule licence. Bah, au départ, Clavis, c'est une boîte de consulting. Hein, donc, D'accord. Bon, parfait. On va tenir, on va laisser place au prochain et dernier intervenant, Monsieur Sanchez. Oui, vous m'entendez? Alors, on vous entend, on vous voit pas encore, mais on vous entend. Alors, je vais couper juste la caméra pour une question de bande passante, parce que de temps en temps, c'est un peu flou. D'accord. Non, non, mais ok. Il faut mieux faire ce choix-là. Et puis, donc, écoutez, vous avez un peu moins de 30 minutes, voilà, avec les questions. Si on peut essayer de tenir le timing, ce sera parfait pour nos différents participants. Ça C'est à marche. vous. Je vous laisse vous présenter. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je suis Pascal Sanchez, ingénieur vision optique et software chez ISP System. De mon côté, je vais vous parler de mon expérience sur Zemax en tant qu'utilisateur. Je ne suis pas du tout expert sur le logiciel, mais pour un projet, j'ai dû m'en servir, donc j'ai appris. Avant de parler de Zemax, je vais introduire qui est ISP System. Et par la suite, je vais parler de Zemax en amenant un contexte, en parlant des fonctionnalités que j'ai utilisées, des résultats, d'un exemple que j'ai choisi pour ce webinaire. Et je conclurai sur le logiciel. Alors, ISP System, c'est une équipe de 70 personnes en ingénierie de précision. On a quasiment 70 nouveaux projets par an. ISP investit l'équivalent de 12% de son chiffre d'affaires dans la R&D, dans le but d'innover et de répondre aux besoins spécifiques de clients. Pour un ordre d'idée, l'an dernier, le chiffre d'affaires s'élevait à 10 millions d'euros. On fait également de la production série, avec la fabrication, que ce soit unitaire ou petite et moyenne série, de micro-positionneurs, actionneurs, de modules mécatroniques et un peu de machines de précision. Et ISP System fait partie de multiples pôles de compétitivité, dont Alpha RLH, que nous remercions aujourd'hui pour leur invitation. Nos secteurs d'activité sont principalement le nucléaire, l'optique photonique, l'aérospatial, le médical et la défense. Et on intervient aussi dans d'autres secteurs comme l'automobile et le ferroviaire. Et en fait, on ne dépend pas d'un seul secteur en majorité afin de toujours avoir une résilience aux aléas des marchés.
Quelques exemples que l'on fournit, quelques exemples de clients que l'on fournit par rapport à un plus gros secteur d'activité. Et donc, comme on peut le voir, on travaille principalement pour le monde entier, que ce soit Europe, Asie du Sud-Est ou tout le continent américain. Et on travaille on fournit des TPE aux grands groupes. Alors, qu'est-ce qu'on produit? On a plusieurs gammes de produits qui vont de l'optique optomécanique en passant par le système test-mesure, micro-positionneur, actionneur électrique embarqué, machines de précision, robotique et mécatronique médicale. Alors en optique, nous produisons des miroirs déformables, des montures motorisées, micro-positionneurs en translation et rotation par exemple. Dans les machines spéciales de précision, nous faisons du micro-assemblage, alignement, pick and place, brasage laser, bobinage fibre optique. Là, nous avons quelques produits dans de dispositifs médicaux et des modules mécatroniques médicaux aussi. Nous avons en série des actionneurs embarqués, linéaires ou rotatifs, avec sans électronique embarquée, de différentes tailles, de forces différentes. Et enfin, sur la gamme des systèmes de test et mesure, nous développons actuellement en partenariat avec CMR Group des capteurs d'analyse de gaz qui mesurent la composition des gaz par spectroscopie IR. Et c'est là que Zemax intervient, parce qu'il nous a permis de développer et optimiser ce produit qui est utile pour l'énergie et pour le développement durable. Donc, c'est ce capteur en particulier. En fait, dans ce capteur, il y a une partie optique qui est embarquée et je vais m'appuyer, je vais dévoiler partiellement ce qu'il y a, mais voilà, les données sont erronées pour une question de confidentialité. Et donc, la difficulté majeure était de trouver le meilleur chemin optique pour avoir le meilleur signal. Donc, j'ai principalement travaillé avec le flux du système. Donc, ce système est composé d'éléments qui existent sur le marché. Donc, toutes les lentilles, les cubes, les photodiodes, etc. viennent du marché chez des fabricants divers. Et ici, l'objectif, c'est d'optimiser la position de la lentille en bas, donc côté LED au niveau de la source lumineuse. Et on optimise sa position en fonction du flux reçu sur la photodiode qui est à gauche. Et donc, le flux, en fait, c'est notre verdict pour assurer le bon positionnement de cette lentille. Dans Zemax, il y a deux modes de fonctionnement. Alors, il y a un mode non séquentiel, c'est-à-dire que les rayons partent de la source et rencontrent les objets dans l'ordre que les rayons croisent physiquement. C'est-à-dire que les rayons peuvent interagir avec des éléments plusieurs fois ou pas du tout. À chaque interface, un rayon il peut se diviser en plusieurs rayons. Donc, il peut être transmis, réfléchi, absorbé ou diffusé. Et dans l'autre mode, le séquentiel, les rayons en fait, sont tracés d'une surface à une autre, dans l'ordre dans lequel les surfaces sont définies, dans l'éditeur qu'on va voir juste après. Et en fait, dans ce mode, il n'y a que le rayon transmis ou réfléchi qui est tracé, il n'est pas divisé. Donc, dans ce mode non séquentiel, comme je l'ai dit, on définit les objets dans ce tableau d'éditeur de composants. Et donc, ces objets peuvent être créés dans Zemax directement ou importés dans un catalogue qui est proposé par Zemax. On retrouve des catalogues comme Enmood Optics, Tor Labs et beaucoup d'autres que je ne saurais citer. Et on peut les placer par rapport à un repère absolu ou par rapport, ou les placer relativement par rapport à un autre objet. Donc, par exemple, la lentille que vous voyez à l'index 9, la Sphere Lens, elle est placée, donc c'est notre lentille qui nous intéresse actuellement, elle est placée vis-à-vis de l'index 7, c'est-à-dire à la vitre de la LED. Et pour comparaison, dans le mode séquentiel, on définirait des surfaces ou des dioptres, si on veut,
et non pas des objets comme ici. Dans les fonctionnalités, on retrouve le visualiseur 3D qui permet de comprendre le comportement des rayons et se rendre compte de l'apparence du système, comment on agence nos éléments. À gauche, on voit que c'est très bruité, tous les rayons, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais on peut rajouter un filtre qui permet de voir uniquement ce qui nous intéresse, comme à droite par exemple. Et donc, on peut limiter avec ce filtre on limite au rayon de toucher les composants optiques indiqués. Donc, par exemple, sur l'image de droite, avec le filtre, on voit bien que les rayons partent de la LED et on garde uniquement ceux qui vont dans la photodiode. Une autre fonctionnalité, en fait, il est possible d'importer des pièces dessinées sur un logiciel CAO afin de vérifier si le système optique fit bien avec la mécanique. Et à contrario, il est aussi possible d'exporter en fait le système optique entièrement ou partiellement en fichier CAO pour l'importer dans un fichier CAO mécanique. Ici, j'ai importé la CAO mécanique dans Emacs et j'ai vérifié l'alignement manuellement. D'ailleurs, on peut voir sur l'image de droite que il y a une collision entre la lentille et la mécanique. Et Zemax propose des versions différentes de leur logiciel qui ont davantage de fonctionnalités avec les aspects CAO, mais je n'ai pas tous ces éléments actuellement. La fonctionnalité que j'ai surtout utilisée donc, dans Zemax, c'est l'optimiseur. Le but, c'est d'optimiser la position de la lentille. On peut optimiser plusieurs éléments en même temps. Par contre, ça prend plus de temps parce que Zemax utilise pas mal de ressources sur le PC pendant le processus. Donc ici, j'optimise juste la position Z de la lentille. Je la passe en variable. On peut voir au niveau du Z position le petit V. Ça veut dire que c'est cette position que je veux faire varier. Et ensuite, je vais dans le menu Optimize. Là, j'ai deux solutions qui me sont proposées. La manuelle, qui permet de changer manuellement la valeur de la variable, ou l'automatique qui calcule grâce à la fonction de mérite. Alors, la solution retenue, c'est l'automatique parce que la manuelle prend trop de temps en fait vis-à-vis de notre objectif d'optimiser chaque position des lentilles. Et on peut également optimiser autre chose que les positions. Bon, donc, il y a les positions X, Y, Z, mais on peut aussi optimiser d'autres critères comme les rotations, les rayons de courbure, les épaisseurs et d'autres critères qui sont liés à chaque objet. Ensuite, donc dans l'édition de la fonction de mérite qui se fait sur cette fenêtre, on déclare des intervalles de limite de position, donc max, min. Donc là, j'ai mis 6 et 10. Donc la lentille va se déplacer entre 6 et 10 mm vis-à-vis de la position de la vitre de la LED. Ensuite, oui, pardon. Donc, en fait, le fait de mettre des intervalles comme ça permet d'éviter les collisions parce que la lentille peut rentrer dans un autre objet. Et Zemax ne sait pas si c'est. Enfin, pour lui, ça peut être cohérent, en fait, mais physiquement, c'est pas possible. Et donc, on déclare également l'objectif à atteindre. En bas, on voit que la photodiode elle doit recevoir un flux de 5 mW minimum pour critères de goal, d'objectif. Une fois que tout est déclaré, on lance l'optimisation. Donc, le processus prend un certain temps et on voit qu'on a bien trois cibles. Donc, la position min, max et la valeur que doit atteindre la photodiode. On a une variable qui correspond donc à notre position Z de la lentille. Et en fait, pour voir si une amélioration se fait au cours des cycles, on peut comparer le résultat de la fonction de mérite initiale avec l'actuelle. Donc là, on voit que c'est 4,97 pour les deux, entre l'initiale et la current. Mais ça faisait que 4 secondes que j'avais lancé le processus. Donc, il n'a pas eu le temps de faire un cycle et de mettre à jour.
Par contre, une fois que l'optimisation est terminée ou alors qu'on le stoppe manuellement, au bout de quelques cycles, on voit que la fonction de mérite a diminué. Donc, il y a bien une amélioration qui s'est faite. Et on voit que la position en Z a bien changé. On est passé de 8 à 9,95. Donc, on a bien une évolution. Alors, pour se rendre compte de cette évolution, on va faire une comparaison avant-après grâce à un tracé de rayon et une analyse du détecteur. Petite parenthèse, il faut savoir que les tracés de rayons prennent plusieurs gigas de place sur le PC. Donc, Zemax est quand même un gros logiciel qui demande un certain PC, une certaine configuration de PC. Sur l'analyseur, je sélectionne le tracé de rayon que je viens d'effectuer et quel détecteur en question doit étudier son flux. Et donc, si on compare l'avant-après, on constate qu'on a bien une différence. Pour la première position, on avait 3,3 10-2 mW et maintenant on est à 1 10-1 mW. On a bien une évolution. Au niveau du temps de mise en place, c'est-à-dire le temps de mettre tous les objets dans l'éditeur, d'agencer un peu le système, de préparer l'optimisation, il y a environ 2 heures juste pour cette étude. Comment dire, pour une personne qui sait un peu manipuler le logiciel. Et après, le temps d'optimisation en mode automatique, j'estime qu'il faut 1 heure parce qu'on peut l'arrêter un peu avant, on peut le laisser continuer, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, s'il n'arrive pas à trouver de solution, on va être sur une asymptote et il va tourner encore, il va continuer de tourner, mais il n'y aura pas vraiment d'évolution supplémentaire. Et enfin, pour conclure sur le Zemax, c'est principalement un gain de temps et un gain de coût en fait, parce que actuellement, en plus avec la situation comme on en a parlé tout à l'heure, le coût en appro est en temps et il est quand même conséquent. Et le fait d'avoir un simulateur, ça permet d'avoir peut-être pas une infinité, parce que j'ai marqué infinité, mais c'est énormément de possibilités de réglage de paramètres. On peut vraiment toucher à tout. Et de plus, le support Zemax, si on a des questions, si on a besoin d'aide sur un système, il est très réactif et vraiment complet. Très bien. Merci, Monsieur Sanchez. Merci. On voit effectivement qu'il y a plein d'outils. Il y a des outils plus spécialisés que d'autres. Il y a aussi des outils qui peuvent demander de l'apprentissage ou de l'appropriation. Je pense qu'il y en a vraiment, il y a vraiment une richesse. Moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a en tout cas pas mal de solutions. Je trouve bien aussi là le fait aussi de ne pas oublier certains académiques et les étudiants hein, qui peuvent. Alors je ne dis pas que tout le monde ne fait pas forcément pour eux, mais c'est aussi important de penser l'accessibilité, à la mise à disposition des ressources, de tutoriaux. Donc voilà, je pense que c'est ce que je retiens moi des 3 intervenants et vous avez montré vraiment ce qu'on a dit un peu, ce que j'ai dit un peu en introduction. C'est à la fois le fait de montrer du multiphysique et aussi, bon là dans votre cas sur le capteur de gaz, effectivement d'avoir vraiment quelque chose qui sert et qui n'est pas qu'un outil d'universitaire quoi. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Et complètement applicatif. Donc parfait. Écoutez, on est bon. Vous avez été un petit peu plus court. Bon, il n'y avait pas forcément. Voilà, il n'y avait pas de démo, donc c'est pour ça qu'on a encore peut-être 5 minutes pour prendre quelques questions pour ISP. Ou est-ce que c'est clair pour les différents participants? Bon, moi j'ai trouvé que votre exposé était relativement clair, donc voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour
On peut reprendre encore 3 minutes pour une question à Monsieur Paseda d'Optical Calculation, Clavis, ou à Comsol, à Monsieur Petit, Monsieur Barsive, ou est-ce que tout était clair pour l'ensemble de nos participants? Je crois qu'on a répondu au fil de l'eau. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, que ce webinaire touche à sa fin, en tout cas pour cette première session dédiée à l'optique, en tout cas, photonique. Comme je le disais en introduction, n'oubliez pas la deuxième session appliquée à l'électronique et aux hyperfréquences qui sera le 13 décembre 2022, donc un mardi, même heure, même endroit. Et je remercie, là, ils sont en bas, l'ensemble de nos financeurs pour le pôle, bien sûr non exhaustif, puisqu'on a l'ensemble de nos adhérents aussi qui nous soutiennent dans notre animation. On les remercie je profite également de manière anticipée, on est à quelques jours du mois de décembre, donc de vous souhaiter, pour ceux qui ne se reconnecteraient pas pour le 13 décembre, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de votre famille, de vos proches, et puis de faire attention à vous et votre santé. Voilà ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année. David, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as tout dit, Jean-Christophe. Merci à toi, merci à nos intervenants. On vous partagera le replay de ce webinaire également, donc on l'a enregistré. Donc, si vous voulez le consulter de nouveau, vous pourrez le faire. On vous enverra tout ça par mail très prochainement. Merci. Passez de bonnes fêtes de fin d'année à tous et merci de nous avoir suivis et de votre confiance. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.